Quel est le mystère de l'évolution de notre espèce? Au commencement, l'homme est apparu dans la prairie africaine. Il vivait de cueillette et de chasse au milieu des arbres et de la forêt. Maintenant, il vit dans un autre décor fait de métal, de verre et d'acier. Et du coup, tout l'organisme doit s'adapter dans une circonstance vraiment différente. Le corps humain du XXIe siècle n'est plus à la merci de l'évolution. Sciences de pointe, médecine moderne et biologie moléculaire nous permettront bientôt de prendre notre évolution en main. Les chercheurs analysent notre ADN pour nous protéger de maladies qui autrefois nous auraient tués. Ils fabriquent des organes vitaux et des tissus humains à partir de cellules vivantes et se penchent sur notre génome pour concevoir l'homme de demain. C'est le début d'une nouvelle ère, la prochaine étape de notre évolution. L'Homo sapiens est entre l'homme du passé et l'homme du futur. Comparé à l'histoire de la planète, notre apparition, finalement, est très récente. Nous sommes une sorte d'animal tout neuf. Mais nous avons une originalité extraordinaire, c'est que nous sommes le premier animal qui, au lieu de subir l'évolution, arrive maintenant à maîtriser son évolution. Nous sommes 7 milliards sur Terre. L'homme a conquis la planète. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre espèce éminemment prospère serait-elle sur le point de réaliser un autre rêve? L'immortalité est le désir le plus ancien de l'homme. Il y a 200 000 ans, l'espérance de vie moyenne de l'homme était de 20 ans. Au XXe siècle, l'espérance de vie est passée à 40 ans. De nos jours, nous pouvons tous espérer vivre 100 ans. Les progrès de la science et de la technologie ont considérablement augmenté notre espérance de vie. Des avancées spectaculaires dans le domaine de la génétique nous permettront peut-être un jour de maîtriser le cours de l'évolution humaine. Nous vivons une période de découverte majeure en ce qui concerne l'effet des gènes et de l'environnement sur la santé et la longévité. Aujourd'hui, on peut prédire la manière dont notre espèce évoluera, ou tout du moins quelles seront les forces évolutives qui l'affecteront. La façon dont les scientifiques modifient déjà le corps humain aurait été tout simplement inconcevable il y a 10 ans. Aux États-Unis, le sergent Ron Strong a été l'un des premiers à en bénéficier. En 2010, il faisait partie du corps des Marines. On nous avait envoyé à Marja, une ville de la province de Helmand, au sud-ouest de l'Afghanistan. C'était une journée comme les autres. On patrouillait dans les rues. Soudain, l'unité de Ron est victime d'une bombe placée en bord de route. Quand l'engin a explosé, c'est mon côté droit qui a pris. J'ai eu la partie supérieure du quadriceps arrachée, jusqu'ici, en dessous de la hanche. Toute cette partie de la cuisse a été emportée. On voyait l'os au milieu. Les muscles étaient à vif, c'était tout rouge. J'ai tout de suite compris ce qui m'était arrivé.
Les médecins sont formels. Ron ne remarchera pas. La perte de masse musculaire est trop importante. À l'université de Pittsburgh, une équipe de chercheurs étudie divers moyens de régénérer des parties du corps humain. La jambe gauche de Ron constitue pour eux un vrai défi. Notre objectif est de changer fondamentalement la réponse du corps à une blessure. Les tissus musculaires de la jambe sont parmi les seuls à pouvoir se régénérer après une blessure légère. Mais quand c'est plus grave et qu'il y a une grande perte de tissu, ça dépasse la capacité de régénération du patient. Il a besoin d'un coup de pouce. La jambe de Ron est trop abîmée pour cicatriser naturellement. Les chercheurs de Pittsburgh prennent donc le relais. Ils commencent par fabriquer un échafaudage de protéines animales sur lequel les cellules musculaires pourront se développer. C'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Puis des chirurgiens implantent la matrice dans sa jambe. En se décomposant, elle mobilisera les cellules souches de l'organisme. Elle envoie un signal aux cellules saines adjacentes qui leur dit « Au lieu de traiter la zone comme une lésion avec une réaction inflammatoire et des tissus cicatriciels, il faut plutôt la reconstruire. » Les propres cellules de Ron ont permis de reconstituer son muscle. Quelques semaines plus tard, il pouvait de nouveau marcher correctement et même courir. Les travaux innovants des chercheurs de Pittsburgh sur la régénération des tissus humains ont posé les bases d'un tout nouveau domaine médical. Ailleurs, des techniques similaires sont utilisées pour créer des organes entiers. Les avancées en matière d'ingénierie tissulaire et de biologie moléculaire pourraient à terme nous permettre de fabriquer des êtres humains. Face à l'allongement de la durée de vie, les chercheurs espèrent retarder le vieillissement en remplaçant les organes défaillants. Une salamandre est capable de faire régénérer sa queue. C'est-à-dire que si jamais elle perd sa queue, la queue va se mettre à repousser. Si on arrivait à maîtriser, à comprendre comment la salamandre arrive à reproduire ses cellules, on pourrait appliquer ces techniques pour l'homme. Dès lors, on pourrait peut-être régénérer la peau humaine ou peut-être même régénérer les organes. À partir de ce moment-là, ça serait peut-être une victoire définitive sur la vieillesse. Telle est la vocation de la médecine régénérative. La médecine régénérative consiste à exploiter la faculté du corps humain à se réparer. On donne souvent l'exemple de la salamandre, qui, lorsqu'elle perd un de ses membres, peut le faire repousser en une semaine. On dit souvent, si la salamandre peut le faire, pourquoi pas nous? Eh bien si, on peut le faire. Et d'ailleurs, on le fait tout le temps. Là où ça se complique, c'est quand le corps est malade ou blessé. Les biologistes ont longtemps cru que les cellules souches embryonnaires étaient les seules pouvant générer tous les types de cellules. Mais aujourd'hui, ils ont mis au point un procédé pour transformer des cellules adultes en cellules souches. Ces dernières peuvent ensuite servir à fabriquer les cellules spécialisées dont le corps a besoin. C'est le fondement de la médecine régénérative qui nous rapproche un peu plus encore du contrôle de notre propre évolution. Des pionniers utilisent la technologie des cellules souches pour créer des organes de toutes pièces. Nous nous sommes fixé le défi de fabriquer des tissus à partir des propres cellules du patient. Le but est de créer des organes à la demande, sans le moindre risque de rejet.
On commence à développer des outils permettant de remplacer de plus en plus de parties du corps. Chacune de nos cellules contient tout notre matériel génétique et on apprend à les transformer en cellules spécialisées. Technologie, médecine et robotique fusionnent pour changer le cours de l'évolution. De la main robotisée qui lit dans nos pensées, au cœur artificiel qui bat tout seul, nous façonnons le corps de demain et dictons la façon dont notre espèce évoluera. Les progrès de la science et de la médecine ne sont pas les seuls à affecter l'évolution de notre espèce. Le phénomène de sélection naturelle ne peut plus suivre le rythme du monde en rapide mutation dans lequel nous vivons. Notre environnement a plus changé au cours des derniers siècles qu'à n'importe quelle autre période de notre histoire. Tout a commencé avec la révolution industrielle. Durant le 19e siècle, les inventions se sont multipliées dans le monde entier. Ce phénomène a marqué le début de l'ère moderne et initié un nouveau mode de vie. Ce qui compte, ce ne sont pas les inventions de demain, mais ce que les gens choisiront d'en faire. Avec l'apparition des machines et des usines, la révolution industrielle a changé notre façon de travailler, de voyager, de manger et même de penser. Les grands innovateurs de l'époque nous ont offert des possibilités jusque-là insoupçonnées. On fait aujourd'hui des choses qui nous étaient impossibles par le passé. Avant, on était limité parce que la technologie ne nous permettait pas de modifier le corps humain. Maintenant, on peut opérer des changements qui seront transmis aux générations à venir. Le monde actuel n'a plus rien à voir avec l'environnement dans lequel nos ancêtres ont évolué. Je peux passer la journée entière sans que mon rythme cardiaque ne s'accélère. Je peux prendre l'ascenseur pour rejoindre mon bureau et rester assis sur ma chaise, les yeux rivés sur l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est l'une des conséquences de la révolution industrielle. De nos jours, le corps humain est rarement utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été façonné par l'évolution. Mais quand c'est le cas, le résultat est remarquable. Au nord du Mexique, de hauts plateaux volcaniques entrecoupés de profondes gorges forment l'un des reliefs les plus accidentés au monde. C'est ici, dans les Barrancas del Cobre, que vivent les Tarahumara, dont le nom signifie « ceux qui ont les pieds légers ». Dans ce décor à couper le souffle, les Tarahumara ne se sont jamais laissés intimider par les flancs escarpés des canyons aux couleurs cuivrées. Pendant des heures, ils courent sur des chemins étroits à des hauteurs vertigineuses. Ces coureurs d'exception au corps tonique et musclé sont parfaitement adaptés à leur environnement. Ici, il faut être en forme pour survivre. Les canyons de la région sont plus profonds que le Grand Canyon. Le plus profond fait 1600 mètres avec des parois à pic. Pour vivre dans ces montagnes, il faut être capable de les dompter physiquement. Quand ce peuple quitte son environnement ancestral pour entrer dans le monde moderne, ses gènes se retournent souvent contre lui. Du point de vue de la santé, je peux vous dire que les Tarahumara qui vivent en ville n'ont rien à voir avec ceux qui sont restés dans les montagnes. La métamorphose est saisissante et illustre à l'extrême le problème auquel nous sommes tous confrontés dès lors que nous nous éloignons de l'environnement dans lequel nous avons évolué.
Au fil de l'évolution humaine, les gènes permettant de stocker la graisse nous ont été très utiles. L'être humain est très gros si on le compare aux autres primates. Si nous sommes devenus gros, c'est parce que les réserves de graisse jouent un rôle clé dans la biologie de la reproduction humaine. Dans les pays développés, une quantité de nourriture potentiellement infinie atterrit dans nos assiettes. Nous sommes le fruit de plusieurs millions d'années d'évolution. Et nos ancêtres ont longtemps dû travailler dur pour obtenir de petites quantités d'aliments. Le phénomène de sélection naturelle a donc favorisé les mutations génétiques, favorisant le stockage d'énergie. Nous savons très bien stocker l'énergie excédentaire sous forme de graisse, au cas où nous en aurions besoin plus tard. Mais nous ne sommes pas adaptés à un environnement dans lequel nous avons un surplus d'énergie. Les mutations qui ont aidé nos ancêtres à survivre entraînent aujourd'hui des maladies métaboliques. Il n'y avait pas de diabète de type 2 chez les premiers hommes. Cette maladie n'aurait jamais pu exister à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'excès de nourriture. Nous sommes tous des Homo sapiens, c'est-à-dire des hommes savants. Il y a 40 000 ans, les Homo sapiens couraient partout. Comparé au bouleversement qu'a connu notre planète pendant 40 000 ans, notre organisme, par contre, est resté pratiquement inchangé. Notre corps n'a presque pas évolué au fil des millénaires et n'est donc pas en adéquation avec le monde actuel. Aujourd'hui, on compte un grand nombre de maladies causées par une incompatibilité entre nos gènes et notre environnement. Notre histoire nous a transmis une certaine vulnérabilité qui ne fera que s'aggraver, parce que le régime alimentaire occidental se normalise dans le monde entier. On dit souvent que les Américains sont gros, mais toute la planète nous emboîte le pas. La transition vers un régime riche en sucre et en graisse est trop rapide pour nos gènes datant de l'âge de pierre. L'exemple des Tarahumara du Mexique est particulièrement frappant. Dans leur village traditionnel, au milieu des canyons, ils ont un régime alimentaire très simple. Ils broient du maïs pour confectionner des tortillas et des bouillies plus ou moins épaisses, appelées pinole. Lorsque la nourriture se fait rare, les gènes permettant de stocker la graisse deviennent un atout. S'ils n'étaient pas en mesure de faire des réserves pour les périodes de vaches maigres, ils mourraient tout simplement. Ils ont besoin de ce caractère génétique pour survivre. Les terres des Tarahumara sont particulièrement isolées. Durant des siècles, ils ont dû emprunter des chemins escarpés pour se rendre d'un village à un autre. Aujourd'hui, ils continuent de faire bon usage des mutations génétiques qui remontent aux premiers hommes. Mais leurs gènes jouent en leur défaveur dès qu'ils quittent les montagnes. Ceux qui vivent en ville ne manquent jamais de rien. Les caractéristiques qui leur permettaient autrefois de survivre les rendent aujourd'hui malades. Les maladies modernes dont souffrent les Tarahumara ne sont que l'une des conséquences de la révolution industrielle sur notre évolution. Actuellement, les chercheurs portent une attention particulière à l'épidémie d'obésité. Mais pour bien d'autres pathologies, les découvertes médicales ont permis de sauver des millions de vies. Les maladies qui font le plus de morts et le plus vite, ce sont évidemment les maladies contagieuses. Mais aujourd'hui, les maladies contagieuses ne font plus peur. Ce n'est plus la même angoisse, ce n'est plus la même terreur. Et ce, peut-être à cause de ce scientifique français.
En 1862, le chimiste Louis Pasteur mène une expérience qui changera le cours de l'histoire. À l'époque, personne ne connaissait le mode de transmission des maladies et les épidémies faisaient des millions de victimes. Pasteur a prouvé que les maladies se transmettaient par les microbes. Ces travaux ont mené à la vaccination généralisée qui, depuis, a sauvé un nombre de vies incalculable. C'est le grand succès de la médecine du 19e siècle. L'espérance de vie a fait un énorme bond en avant. La moitié de la population humaine vit en milieu urbain. Depuis quand vivons-nous en groupe? Il y a 10 000 ans, une seule personne occupait la surface d'un terrain qui correspondrait aujourd'hui à la surface de 4000 stades de football. Un siècle après Jésus-Christ, 60 personnes occupaient la même surface. Après la révolution industrielle, 300 et maintenant 1410 individus vivent sur la même superficie. Au cours du XXe siècle, les pionniers de la médecine moderne ont trouvé de nouvelles armes pour combattre les maladies, aidant ainsi l'espèce humaine à atteindre les 7 milliards d'individus. Cette croissance rapide de la population pourrait affecter la façon dont nous évoluons. À l'université du Wisconsin, John Hawkes étudie l'évolution humaine récente et les effets actuels de la sélection naturelle. Notre population est en plein essor. Se pourrait-il que nos mutations accélèrent le rythme de l'évolution? Darwin avait prédit que plus la population augmenterait, plus il y aurait de mutations et de chances de sélection. Donc, le nombre d'habitants augmente la probabilité d'adaptation. D'infimes variations ou mutations se produisent quand les cellules se divisent. Ce qui peut entraîner des changements lorsqu'elles sont transmises à nos descendants. Vu qu'il y a de plus en plus d'humains, il y a aussi de plus en plus de mutations génétiques parmi cette population humaine. Quel genre de mutations sont encore à venir? Dans quelle direction ces nouvelles mutations dirigeront-elles l'évolution? Les mutations, c'est un peu comme la roulette au casino. On a de très fortes chances d'avoir un mauvais résultat, de grandes chances qu'il soit ni bon ni mauvais, et une petite chance d'avoir un très bon résultat. Nos connaissances actuelles en génétique nous permettent de corriger certains effets néfastes des mutations. Et cela pourrait changer le cours de l'évolution. Certains s'inquiètent de l'augmentation du taux de survie due à la technologie. Aujourd'hui, on peut réchapper à de nombreuses maladies et avoir des enfants, alors qu'auparavant, elles nous auraient été fatales. Le processus de sélection naturelle aurait dû s'arrêter. Mais en réalité, depuis 10 000 ans, l'évolution humaine s'est accélérée. C'est une découverte fascinante que l'on ne soupçonnait pas avant de commencer à étudier la génétique. Pour mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs ont décidé d'examiner notre ADN en profondeur. En 2003, le projet Génome Humain est parvenu à réaliser le séquençage complet de notre ADN. Cette réussite a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de l'évolution humaine. Nous avons ainsi pu identifier des caractéristiques individuelles en examinant le contenu de nos gènes. Tous les êtres humains se ressemblent plus ou moins. Il n'est donc pas facile de distinguer les différences entre les individus. Cependant, si nous observons les gènes de près, il est possible de repérer d'infimes différences parmi les milliards de codes qui composent l'ADN. Il est venu le temps où nous pouvons expliquer, enfin, ces différences entre chacun à travers l'étude de leurs gènes. Cette découverte est particulièrement importante dans l'étude des maladies génétiques.
Voici les îles Féroé, perdues dans l'Atlantique Nord. Cet archipel battu par les vents est devenu un avant-poste de la médecine génétique. Un ennemi invisible frappe cette communauté isolée. Franz Janssen souffre d'une maladie génétique rare appelée déficit en transporteur de la carnitine. Sa famille a payé un lourd tribut à cette maladie due à une mutation génétique. Lui, c'est mon plus jeune frère, Edmund. Il est mort en 2007. Il avait 21 ans. Et là, c'est moi. J'ai été diagnostiqué le lendemain de sa mort. La carnitine aide le corps à transformer les acides gras en énergie. Cette réaction n'a pas lieu chez les patients atteints. La maladie entraîne une faiblesse musculaire, une fatigue chronique et augmente le risque de crise cardiaque. Si elle n'est pas traitée, elle peut être mortelle. Je me fatigue vite quand je fais des efforts. Parfois, je ne peux même pas bouger. Ailleurs dans le monde, cette maladie est extrêmement rare. Mais dans les îles Féroé, elle touche un habitant sur 300. Mes deux parents étaient porteurs du gène. Donc, j'ai la maladie. Et comme ma femme est également porteuse, nous l'avons transmis à notre fille. Pour comprendre ces statistiques inquiétantes, il faut remonter dans le passé des Féringiens. Les Vikings ont colonisé les îles Féroé il y a plus de 1000 ans. Depuis, il y a eu peu de mouvements migratoires et la population s'est retrouvée isolée. Les 50 000 Féringiens actuels descendent pour la plupart de ces guerriers qui dominaient autrefois les mers du Nord. Sur le plan génétique, c'est l'une des populations les moins diversifiées de l'hémisphère Nord. Et le gène responsable du déficit en transporteur de la carnitine s'y est régulièrement transmis. Mais on peut atténuer les effets de cette maladie si elle est diagnostiquée et traitée à temps. Une biobanque a été créée sur place en 2006. Son but, décoder l'ADN de tous les habitants et exploiter les données pour traiter les patients et faire avancer la recherche. Puisque c'est une maladie héréditaire, on peut utiliser la génétique pour voir à quel type de mutation on a affaire. À l'avenir, on pourra aussi la dépister pour que chacun puisse prendre les mesures qui s'imposent. Pour l'instant, plus de 30 000 échantillons ont été prélevés. C'est la première fois que l'on tente de séquencer le génome de toute une population. Savoir ce que cache notre ADN permet de faire des choix qui peuvent contrebalancer les effets des gènes responsables de maladies. Nos corps sont en crise. Les humains sont incapables de s'adapter à l'univers qu'ils ont eux-mêmes créé. Comment, dans ce cas, pourrons-nous créer un destin meilleur? Comment pourrons-nous évoluer? Aujourd'hui, on commence à utiliser les tests génétiques pour décider si on veut des enfants lorsqu'on est porteur d'un gène déficient. Dans certaines populations, le taux de maladie génétique est en déclin parce que la technologie permet de faire un choix éclairé. Les avancées technologiques mettront-elles un terme au processus de l'évolution qui a débuté il y a plusieurs milliards d'années? Pendant 4 milliards d'années, tout s'est déroulé comme Darwin l'avait prévu. Il y avait d'un côté la sélection naturelle et de l'autre des mutations aléatoires. Mais depuis quelques siècles, et surtout depuis 30 ans, nous avons radicalement changé la logique de l'évolution. Nos connaissances actuelles en génétique nous permettent d'influencer le phénomène de sélection naturelle et de modifier l'ADN d'une famille entière.
Lorsque nous décelons une mutation qui ne peut pas être soignée, nous pouvons tenter de l'éliminer. Carmen souffre d'une maladie génétique appelée maladie de Charcot-Marie-Tooth, ou CMT. La maladie de Charcot-Marie-Tooth atteint les nerfs, surtout au niveau des extrémités. C'est incurable et il n'y a pas de traitement pour gérer les symptômes. On ne peut rien y faire. Le père de Carmen souffrait lui aussi de cette maladie du système nerveux qui touche d'abord les mains et les pieds avant de s'étendre au reste du corps. Lorsque Carmen et son époux Gabriel ont décidé de fonder une famille, ils ont tout mis en œuvre pour ne pas transmettre la CMT à leurs enfants. Je ne voulais surtout pas que mon bébé ait à vivre ce que mon père avait subi. Ils ont donc demandé conseil à une généticienne. Je lui ai expliqué que je voulais un enfant et que j'aimerais savoir quelles étaient nos chances d'avoir un bébé en bonne santé. Elle nous a dit qu'il avait une chance sur 2 d'avoir la CMT. Pour être sûr de ne pas transmettre la mutation à son enfant, il n'y avait qu'une solution, la fécondation in vitro. Une moitié des embryons étaient susceptibles de présenter le gène défectueux et l'autre non. Grâce à la technique du diagnostic préimplantatoire, les médecins ont examiné les embryons fécondés à la recherche du gène responsable de la CMT. Ces gènes défectueux sont transmis de génération en génération, mais les technologies actuelles sont suffisamment avancées pour les identifier. Sans toutes les informations dont on dispose aujourd'hui sur le génome humain, on ne pourrait pas dépister cette mutation, ni d'autres mutations de ce type. Le séquençage du génome a été une véritable révolution. Malgré cela, la tâche est colossale. Il y a plusieurs centaines de milliers de points à examiner sur le génome. Les scientifiques ont d'abord dû identifier la mutation responsable de la CMT. Ensuite, Carmen et Gabriel ont fait une FIV et leurs embryons ont été examinés pour déceler la mutation. En s'appuyant sur une technologie de pointe, les médecins ont réussi à l'isoler en quelques jours seulement. Puis, ils ont sélectionné un embryon non porteur. C'est ainsi qu'a été conçu Lucas, enfant du XXIe siècle. Les chances que Lucas voie le jour auraient été proches de 0 il y a 50 ans. Mais l'humanité a évolué, la technologie aussi. On est devenu plus ouvert d'esprit, on voit les choses différemment et voilà le résultat. Une chose est sûre, la CMT ne touchera plus la descendance de Carmen. Comme mon père était fils unique, la mutation n'a été transmise qu'à lui. Et comme moi aussi je suis fille unique, je serai la dernière de la famille à souffrir de cette maladie. C'est ça l'avenir. Un jour, il n'y aura plus de maladies. On les aura toutes éradiquées. Les interventions de ce genre éliminent les maladies génétiques beaucoup plus rapidement que n'aurait pu le faire le phénomène de sélection naturelle. C'est la version moderne de l'évolution. Il existe maintenant des techniques d'édition génomique. On peut manipuler le génome, sélectionner des embryons, et tout cela peut encore être considéré comme faisant partie du mécanisme de sélection naturelle. La sélection par l'homme est-elle plus efficace que celle opérée autrefois par la nature? Aujourd'hui, la technologie nous permet de modifier l'ADN. Nous pouvons amorcer des changements qui seront transmis aux générations futures. Si je devais imaginer l'avenir, je dirais qu'il y a de grandes chances pour que les changements les plus importants soient opérés par l'homme. Et ça fait peur, parce que ça veut dire que l'évolution n'est plus un phénomène naturel, mais artificiel. La maîtrise de nos caractéristiques génétiques serait-elle à notre portée? Cette période de découverte va se poursuivre dans les décennies à venir et elle va nous offrir de nouveaux moyens d'influencer notre santé. Paris, nous sommes en l'an 2050. Les êtres humains ne se contentent plus de leur apparence naturelle.
En l'an 2050, on trouvera des publicités qui nous permettent d'acheter de l'ADN, qui permet de maigrir, qui permet de grandir, qui permet d'avoir des idées. L'ADN sera en vente un peu comme un médicament et l'ADN permettra de vous changer. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que vous avez envie d'acheter comme ADN pour devenir un nouvel humain. En 2016, la Grande-Bretagne a été le premier pays au monde à autoriser la manipulation génétique d'embryons. Pour certains, l'édition génomique pourrait marquer le début d'une nouvelle ère en matière d'évolution humaine. Quand on parle de sélection d'embryons, il faut savoir que les enfants ont été conçus naturellement. On choisit simplement les meilleurs. Par contre, quand on commence à toucher au génome, ça n'a plus rien à voir. Au lieu de choisir l'embryon qui a le plus de qualités, on peut lui donner toutes les qualités possibles et imaginables. Et du coup, la probabilité d'obtenir un résultat hors norme, complètement différent de ce qu'on connaît actuellement, est beaucoup plus grande. À l'Institut de génomique de Pékin, les chercheurs étudient les gènes pouvant être modifiés chez l'embryon. Ils cherchent notamment à identifier les gènes associés à l'intelligence. Il est prouvé que les individus dotés d'une intelligence supérieure présentent une configuration génétique particulière. Quand la technologie sera au point, il est clair que cela aura un impact énorme sur l'avenir de l'homme. Alors que certains scientifiques traquent les gènes de l'intelligence, d'autres continuent de se consacrer à l'évolution du corps humain. Grâce à nos connaissances en génétique et au progrès de la médecine, nous résistons à des maladies qui autrefois nous auraient tués. Et nous vivons de plus en plus vieux. L'espérance de vie moyenne a doublé au cours du XXe siècle. Et c'est en grande partie lié à notre compréhension de la génétique. Durant la majeure partie de notre évolution, l'espérance de vie n'a pas dépassé 20 ans. Mais aujourd'hui, un tiers des enfants nés dans les pays développés vivront plus de 100 ans. Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de maintenir le corps humain en bonne santé. Ces gymnastes chinois ont 80 ans. Leurs prouesses amènent à se demander pourquoi nous ne sommes pas égaux face au vieillissement. Une fois de plus, la réponse se trouve dans nos gènes. La biologiste moléculaire Carol Greider, lauréate du prix Nobel, étudie l'ADN afin de découvrir pourquoi certains individus vieillissent mieux que d'autres. Nous voulons mieux comprendre les maladies dégénératives liées à l'âge. Notre objectif, c'est d'en savoir plus sur les mécanismes impliqués dans ces pathologies. La scientifique étudie les chromosomes, des structures en forme de filaments qui contiennent tous nos gènes. Les extrémités des chromosomes sont protégées par ce qu'on appelle des télomères. Ça ressemble aux embouts plastiques à l'extrémité des lacets et ça évite que le patrimoine génétique ne se disperse. C'est grâce à la division cellulaire que le corps humain grandit et évolue. Mais à chaque fois que nos cellules se divisent, les télomères raccourcissent et les chromosomes se détériorent, nous rendant ainsi plus vulnérables aux maladies. Plus les cellules se divisent, plus la taille des télomères diminue. Ce phénomène se produit tout au long de la vie. En vieillissant, on devient plus sensible aux maladies liées à l'âge parce que les télomères sont plus courts. L'insuffisance médulaire, certaines maladies du foie, la fibrose pulmonaire, tout cela se produit lorsque les télomères sont très raccourcis.
Nous espérons trouver le moyen de les rallonger. La taille des télomères est cruciale. Lorsqu'ils sont trop courts, les conséquences peuvent être dramatiques. Inoue Saki a 49 ans. Il est atteint du syndrome de Werner. Son corps est incapable d'assurer le maintien des télomères à chaque division cellulaire. Depuis qu'il a été diagnostiqué il y a 10 ans, la maladie l'a rendu méconnaissable. Le raccourcissement rapide des télomères a entraîné une perte de cheveux et un vieillissement cutané prématuré. Il a également plus de risques de développer un cancer et de l'athérosclérose. Souvent, je compare les patients atteints du syndrome de Werner aux passagers d'un TGV. Et moi, je fais tout pour que le train ralentisse. Le syndrome de Werner est la forme la plus extrême d'un phénomène qui nous concerne tous. Nous avons nous aussi à l'intérieur de notre corps une sorte de sablier similaire. C'est la longévité et elle aboutit à une chose, la vieillesse. Mais on pourrait imaginer que dans le futur, on soit capable de maîtriser ce sablier et qui sait, de faire des miracles et d'en inverser le cours. Afin de préserver la longueur des télomères pendant la division cellulaire, le corps humain produit une enzyme appelée télomérase. Des biologistes moléculaires veulent trouver le moyen de la synthétiser pour l'injecter dans les cellules défectueuses. Les cellules contiennent très peu de télomérase. Alors on s'est dit qu'en augmentant l'activité de cette enzyme sur une courte période, ça allongerait peut-être les télomères. Le résultat a dépassé nos espérances. C'est comme si on appuyait sur l'accélérateur d'une voiture. On étudie la longueur des télomères pour mieux comprendre la prédisposition à certaines maladies. En modifiant leur taille, on peut aider les sujets prédisposés à ne pas tomber malades et donc augmenter leur espérance de vie. Ils vivront plus longtemps. On comprend de mieux en mieux la génétique, le rôle des télomètres et les différents aspects du vieillissement. L'homme mourra toujours, mais on arrivera peut-être à lutter contre les effets du temps. Pour préserver notre jeunesse, les chercheurs n'ont pas uniquement recours à la génétique. Ils ont également trouvé le moyen de remplacer les organes défaillants. La reconstruction du corps d'un patient à partir de ses propres cellules n'est pas encore tout à fait une réalité, mais cela ne saurait tarder. Et lorsque cette technique sera au point, les générations futures en seront radicalement transformées. Depuis plus de 10 ans, les chercheurs sont capables de fabriquer des cœurs fonctionnels à partir de cellules souches. Le docteur Harald Ott veut maintenant créer un cœur humain personnalisé. Notre objectif est de fabriquer des organes fonctionnels et transplantables. Si on arrivait à créer des organes sur mesure à la demande, le nombre d'opérations de remplacement grimperait en flèche et l'espérance de vie aussi. Les bio-ingénieurs commencent par utiliser un échafaudage naturel provenant soit d'un donneur, soit d'un animal. Puis, ils le débarrassent de ses cellules et de son matériel génétique. Le procédé consiste à éliminer complètement les cellules vivantes pour ne conserver que l'armature de l'organe, par exemple un cœur, un poumon ou un rein. Les cellules souches du receveur sont alors cultivées sur cet échafaudage pour produire un cœur fonctionnel portant son ADN. Les
Les chercheurs espèrent que ces organes recréés pourront être transplantés sans risque de rejet. Dans l'idéal, le patient nécessitant une transplantation rénale ira à l'hôpital où les médecins prélèveront des cellules ou du tissu et à partir de là, ils fabriqueront les cellules souches nécessaires. Il n'y aura pas de rejet possible. Dans ce type d'urgence médicale, chaque minute compte. C'est pourquoi le chirurgien Anthony Atala utilise une imprimante 3D pour créer des reins transplantables. Au lieu de disposer les cellules en couches à la main, on a recours à une imprimante 3D. Et on remplace l'encre par des cellules. Les organes pourraient ainsi être fabriqués à la demande. Et qui sait, nous serons peut-être en mesure de créer un être humain en laboratoire. Le meilleur est à venir. Ça débouchera sur de nouveaux traitements qui révolutionneront la médecine. Avant, on considérait que l'homme était juste issu d'un plan de Dieu. Mais depuis qu'on a découvert l'ADN et qu'on est arrivé à décoder le génome, l'homme a pris la maîtrise du secret qui était inscrit dans ses noyaux. Notre génération est probablement la première génération à pouvoir décider de ce qui va arriver à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous pouvons faire un monde meilleur pour nous, mais aussi pour la planète. Le corps humain a fait beaucoup de chemin depuis l'apparition des premiers hominidés sur Terre, il y a 4 millions d'années. Nul ne sait ce que nous réserve l'évolution. Mais peut-être que grâce aux avancées de la science, l'homme deviendra un jour immortel.